La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Chaque mois, nous recevons un invité, une personnalité, qui vient nous apporter son témoignage, son regard sur l'apport des sciences comportementales dans les dispositifs de prévention santé. Ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Henry. Caroline Henry, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, Caroline, vous êtes docteur en droit, avocate au barreau de Paris, enseignante aussi en droit des responsabilités médicales. Et vous avez fondé le cabinet Phase 4. Vous êtes membre du HDI, c'est le Healthcare Data Institute. Et vous travaillez sur les sujets d'innovation santé, d'éthique des données, de régulation, en cherchant à concilier effectivement progrès technologique et puis protection des droits fondamentaux notamment. Et donc, avec vous aujourd'hui, nous allons explorer comment le droit, l'éthique peuvent anticiper les différents défis posés par les innovations santé, et notamment au regard du développement de l'intelligence artificielle et puis de l'exploitation, je mets des guillemets, des données de santé. Peut-être pour démarrer, Caroline, c'est quoi une donnée de santé ? Alors une donnée de santé, c'est toute information qui va se rapporter à votre santé. Alors, quand on pense les choses comme ça, on pense tout de suite les informations dans les cadres du soin, mais ça peut être toutes sortes d'informations à partir du moment où elle va donner un renseignement supplémentaire sur votre santé, que ce soit votre santé physique ou votre santé mentale. Par exemple, je remplis ma déclaration d'impôt, je coche la case d'une aide pour une personne handicapée, ça me renseigne sur l'état de la personne et cette case-là, dans votre déclaration d'impôt, sera une donnée de santé. D'accord, donc c'est effectivement extrêmement large. Et finalement, même si on n'est pas en train de faire quelque chose de relatif à sa santé a priori, potentiellement, on est en train de communiquer des données de santé. Exactement. Dès qu'on va avoir un renseignement, et le renseignement, il peut être immédiat ou il peut être indirect, dès que je vais donner une information supplémentaire qui va me permettre de savoir dans quel état est ma santé, encore une fois ma santé physique et mentale, parce que souvent on oublie la santé mentale, mais on peut avoir des cas frontières sur les émotions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de déduire grâce à mon logiciel, mon application, me renseigne un petit peu sur son utilisateur, eh bien on peut tomber dans la qualification de données de santé et donc dans une protection réglementaire renforcée. D'accord. Et alors, justement, cette protection réglementaire, si on revient à ce sujet, puisque c'est aussi au cœur de votre métier, la régulation des données de santé, c'est un paysage qui évolue, je suppose, en permanence en France, en Europe, avec des dispositifs en Europe qui s'appliquent évidemment à la France. C'est quoi le paysage des différentes régulations ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, du coup plus contraignants peut-être que d'autres, plus libres, Alors, en France, nous sommes les champions de la régulation sur les données personnelles d'une manière générale, puisque très tôt, on s'est saisi de cette problématique. La première vraie loi en France date de 1978, donc ça ne date pas d'hier. On a été très influent à l'échelle européenne et on a impulsé un cadre européen qui a commencé à se construire dans les années 90 et puis qui aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du RGPD, qui est vraiment le règlement européen qui est dédié à la protection des données avec tout un volet sur la protection des données de santé. En France, évidemment, comme on est les champions, on est allé un peu plus loin, puisque ce texte-là nous permet de rajouter, des obligations à cette réglementation. Et donc en France, on a aussi une réglementation qui vient s'appliquer spécifiquement lorsqu'on traite, lorsqu'on utilise des données de santé dans des cadres classiques comme le soin, mais aussi dans d'autres contextes. Donc l'Europe, avec son règlement général sur la protection des données, et la France au sein de l'Europe, sont vraiment le continent et le pays les plus, mettons ce mot-là, pour commencer, les plus avancés en termes de protection des données et de protection des données de santé. On a d'autres territoires qui sont beaucoup plus libéraux, certains qui n'ont pas du tout de réglementation sur ce sujet, d'autres qui ont des réglementations qui sont différentes et en tous les cas peut-être moins sophistiquées, moins élaborées sur ces territoires-là.
Et alors, puisque là, on parle d'avancement, mais aussi peut-être de protection, est-ce que ça nous donne un avantage en Europe et en France par rapport à d'autres gros mastodontes que sont effectivement les Américains, les Chinois, si je caricature, hein. Il y a peut-être d'ailleurs d'autres pays qui sont extrêmement forts, je pense à l'Inde aussi. Voilà, est-ce que ça nous donne des avantages en termes de protection, mais aussi en termes d'exploitation? Parce qu'on fait souvent l'opposition entre contraintes dues à la protection et effectivement moindre exploitation, et c'est peut-être un raccourci qui n'a pas lieu d'être. Alors, c'est quelque chose qui a été très pensé au niveau de l'Union européenne, puisque ça fait, si je dis une dizaine d'années, je ne dois pas me tromper, qu'on a vraiment une réflexion stratégique au niveau de l'Union européenne sur l'innovation et sur le couple que font les données et l'innovation. Mmh. Et on parle beaucoup maintenant du règlement sur l'intelligence artificielle, on a parlé beaucoup du règlement général sur la protection des données, mais il y a d'autres textes qui viennent structurer tout un ensemble pensé par l'Union européenne pour essayer d'une part de protéger les citoyens dans l'exploitation de leurs données, et aussi de faire en sorte que le partage des données soit possible pour qu'on puisse être très innovant en Europe. Mmh. Donc ça, c'est très important de comprendre la stratégie sous-jacente. C'est pas juste une stratégie de protection, c'est une stratégie de essayer de prendre en compte les enjeux économiques du développement de l'innovation et aussi les enjeux de protection. Donc, c'est vraiment pensé pour être un système réglementaire qui n'est pas bloquant. Pour autant, il est extrêmement dense, extrêmement complexe. Il a été adopté dans un trait de temps extrêmement court qui fait que les avocats, les services juridiques, on est vraiment toujours en mouvement pour essayer de comprendre et essayer de voir comment tout ça s'imbrique, et tout ça n'est pas parfait, évidemment. Mais on a ici une vraie densité réglementaire qui est censée faciliter, mais aussi qui nécessite qu'on respecte un certain nombre de normes. Mmh. Est-ce que c'est un avantage concurrentiel ? Oui, complètement, ça peut l'être. C'est-à-dire que si c'est bien compris, vendre des solutions, par exemple, qui sont développées dans un contexte européen, des solutions d'intelligence artificielle, prenons cet exemple puisqu'il est d'actualité, c'est pouvoir donner l'assurance aux pays ou aux acteurs de pays étrangers qui les utilisent que tous ces sujets sont pris en compte. La cybersécurité est prise en compte, la protection des données des individus est prise en compte, et qu'on a des solutions qui peuvent être bien maîtrisées, bien souveraines. Donc ça peut être un véritable avantage concurrentiel. Dans le même temps, on a des territoires dans lesquels on se dit, d'abord on innove, peut-être un jour on réglementera ou pas. Donc on a ici un jeu important, et on est au balbutiement. C'est-à-dire que pour toutes ces technologies avancées, on commence à peine à s'approprier ces textes. Donc c'est un peu tôt pour dire si ça va être bloquant ou pas, mais on peut avoir vraiment les deux visions de la même chose. Alors on voit là que effectivement la donnée de santé, elle est clé aujourd'hui, elle sera évidemment clé demain d'un point de vue économique, d'un point de vue santé publique, dispositifs de prévention. Beaucoup d'acteurs ont besoin d'utiliser les données de santé avec des objectifs différents, mais en tout cas ont ce besoin-là. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer en nouveau comment c'est organisé en France ? Ce qui est important, c'est toutes les ambiguïtés de la donnée. La donnée, quand le RGPD a été adopté, il y avait une discussion assez fournie sur le plan juridique. Est-ce que la donnée, c'est ce que je possède, ou est-ce que la donnée, c'est ce que je suis ? Parce que si la donnée, c'est ce que je suis, évidemment, on ne va pas avoir les mêmes mécanismes que si la donnée, c'est ce que je possède. Pour l'individu, on a considéré qu'en fait, ce qu'il fallait assurer, que la donnée, finalement, c'était ce qu'on est. Ma donnée de santé, ça ne me définit pas dans l'absolu, mais au moins au moment où on va me prendre mes constantes, ce sera une partie de mon état de santé. On a considéré que pour l'individu, il fallait qu'on ait des mécanismes qui lui permettent de contrôler les utilisations qu'on fait des données. Perfectible, imperfectible, on peut se parler, si vous voulez, de plein de choses, du consentement, etc. Mais c'est un peu l'attitude qu'on a eue. Et puis après, il y a les différents acteurs qui disent « mais c'est bien gentil, mais votre donnée toute seule, elle sert peut-être à vous soigner très très bien, formidable, mais en dehors des soins qu'on peut vous prodiguer, elle sert à rien du tout. Ce qui va servir, c'est d'avoir un ensemble de données, d'être en capacité de rassembler des données au sein d'une base de données, par exemple, et puis surtout de mettre en qualité ces données. C'est-à-dire que entre la donnée
brutes, c'est-à-dire vos constantes, les miennes et puis celles de tous nos voisins, et puis la manière dont on peut les organiser, la manière dont on peut en tirer la substance efficace, par exemple, pour faire de la recherche, pour développer une solution, etc. Il y a un monde. Et ce monde, c'est un investissement. C'est un investissement de temps, c'est un investissement humain, c'est un investissement d'intelligence, c'est un énorme investissement. Et on va considérer ici que le droit va venir protéger cet investissement. Pas s'approprier la donnée des gens, c'est pas le sujet, mais protéger cet investissement et cette valeur qu'on crée en mettant en qualité et en rassemblant ces données. Donc on a ces acteurs qui vont avoir des bases de données. Alors dans la santé, on peut avoir des acteurs publics, des acteurs privés. On a un schéma complètement exceptionnel en France, et c'est bien de se dire quand les choses fonctionnent bien, c'est qu'on a, pour des raisons à l'origine médico-économiques, développé des bases de données d'une richesse considérable, qui sont extrêmement complètes, et aucun pays, vous parliez de compétition tout à l'heure, aucun pays, par exemple, si on se pose la question de la compétition avec les États-Unis ont une donnée de santé très fractionnée. Nous, en France, on a ce trésor, et on essaye de constituer le même trésor à l'échelle européenne avec l'espace européen des données de santé. Donc, on va avoir ce trésor, il est gardé par les institutions publiques, mais en 2019, si ma mémoire est à peu près exacte, on s'est dit, mais c'est un trésor pour la recherche, c'est un trésor pour faire avancer la médecine, c'est un trésor pour faire avancer l'innovation, il faut l'ouvrir. Pas grand ouvert pour que tout le monde fasse n'importe quoi avec ces données, c'est vraiment pas le sujet, mais pour pouvoir avancer ensemble, mieux soigner les gens, faire de l'innovation. Et donc, les pouvoirs publics ont le rôle de gouverner ces bases de données, mais aussi le rôle d'ouvrir ces données. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la réglementation européenne, c'est la même chose. Faire les choses en conscience, en responsabilité, mais bien comprendre nos atouts et essayer avec ça de développer des choses pour le bénéfice de tout le monde. D'accord. Et alors, comment le citoyen se positionne un peu dans tout ça? Parce qu'on a l'impression que déjà, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on se disait sur la feuille d'impôt, etc., je ne suis pas convaincue que le citoyen sache que quand il coche telle case, finalement, il est en train de donner une donnée de santé. C'est le premier point. Et puis après, finalement, est-ce qu'il a suffisamment les clés de tout ce système, de toute cette organisation pour être en capacité d'agir en toute conscience, de décider de transmettre une donnée de santé ou pas. Comment on fait pour qu'il puisse demain mieux s'approprier ces données de santé, mieux les gérer Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, c'est tous les citoyens, et nous y compris, on est souvent mus par un intérêt immédiat. Je m'explique. Il y a quelques années, au Healthcare Data Institute, dans lequel je participe beaucoup, on s'était posé la question de les Français, les patients et leurs données. Et puis, on était parti un petit peu comme ça sur une feuille blanche, sans angle spécifique, et on a reçu beaucoup de patients experts, d'associations de patients, et on a eu beaucoup de discussions. Et à ce moment-là, on est dans le milieu des années 2010, et on se dit, mais finalement, il y a une asymétrie complète dans la manière dont on approche ces données de santé, puisque nous, c'était vraiment ces données-là qu'on allait regarder. D'un côté, on avait un certain nombre de freins au partage de la donnée, aux décisions sur la donnée médicale produite dans le cadre des soins. Et puis de l'autre côté, les mêmes données, c'est pas des données différentes, qui étaient partagées extrêmement facilement, par exemple sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'on va chercher ici, c'est le soutien d'une communauté, le besoin de partager, un autre intérêt, et donc avec, sur la même donnée, une approche assez différentielle de la manière dont on fait les choses, tellement différentielle que sur les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux qui sont complètement ouverts, c'est-à-dire qu'on partage avec qui veut recevoir le message. Et de l'autre côté, on a quand même, dans le cadre des soins ou dans le cadre de la recherche, des acteurs très définis, avec un contexte très défini des données qu'on partage. Donc ici, il y a déjà la manière dont on fait de la pédagogie, dont on éduque, dont on explique. Ça, je crois que c'est extrêmement important de savoir les choses et de pas forcément rentrer toujours par le biais de attention à quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qui peut le faire avec. Après, il y a quelque chose qui est difficile à maîtriser, c'est tout ce qui peut se passer avec les données, parce qu'il peut se passer énormément de choses avec les données et qu'on a toujours un peu l'impression de pas exactement savoir qui traite les données et dans quel contexte. Et ça, c'est l'effort
l'effort que fait la réglementation aujourd'hui, c'est d'essayer vraiment de travailler en transparence avec les citoyens que nous sommes tous et de vraiment remettre l'individu au centre avec une faculté de s'opposer ou une faculté de consentir ou pas à un traitement de données. Mais ça reste quand même très imparfait, j'allais dire, sur l'appréhension qu'on a et la pédagogie. Probablement, l'information est quelque chose de complémentaire à ce que la réglementation peut apporter. Ouais, donc là, c'est encore plutôt un travail, en tout cas, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi des différents acteurs pour faire cette action de pédagogie envers les citoyens sur la donnée de santé. Absolument. Et puis, je pense que c'est aussi un sujet... alors ça, c'est très personnel, mais je pense que c'est aussi un sujet d'innovation technologique. Il faudrait pouvoir avoir beaucoup plus de data visualisation de nos données, de où elles se situent, d'avoir des moyens d'action très, très simples, très, très numériques. Hop, comme ça, j'autorise pas, j'ai une espèce de cartographie de mes données, je sais où elles sont. Il faut penser avec, mais aussi... au-delà et en complément de la réglementation pour vraiment que tout le monde soit à l'aise. En fait, ce qui est difficile, c'est de se retrouver dans un monde qui évolue extrêmement vite. On a, dans le début des années 2000, l'Internet, et puis après, on a tous les médias sociaux, et puis après, on a toutes les exploitations majorées des données, et puis aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Il faut vraiment que tout le monde soit onboardé, qu'on sache à peu près. On n'est pas obligé de savoir comment marche un train pour monter dedans. On monte dedans et il nous déplace d'un point à un autre. C'est vrai, on n'est pas obligé de tout savoir. Mais au moins de comprendre les mécanismes, de comprendre pourquoi, quand j'utilise un média social, c'est gratuit. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Pourquoi comprendre le monde dans lequel on vit, je crois que c'est très important et je crois que ça doit commencer très tôt. Donc, des très jeunes, et en plus, les très jeunes, sans le savoir, déposent beaucoup de données personnelles sur, en grande partie, les réseaux sociaux et sans avoir forcément conscience, effectivement, de ce qui est fait, de à quoi ça sert, etc. Oui, avec une capacité, une facilité d'utilisation. Enfin, il y a quelque chose de très intuitif chez les plus jeunes, on le voit tout de suite, qui est formidable. Je veux dire, vraiment, c'est un progrès. Mais les éduquer à ça, mettre ça dans les cours dès la petite école, ils comprennent tout. Enfin, vous leur parlez d'écologie, ils comprennent tout. Ils vont comprendre tout sur la donnée aussi. Donc, mieux savoir, mieux connaître pour être en capacité de faire des choix plus éclairés. Ouais. Et alors, Caroline, vous avez utilisé cette expression du couple données-innovation. Donc, je vous propose qu'on parle innovation en santé. Et alors, là, on l'a dit tout à l'heure, les progrès technologiques font que ça va de plus en plus vite. L'intelligence artificielle arrive et révolutionne vraiment non seulement la médecine, mais aussi la prévention avec beaucoup de dispositifs qui naissent tous les jours. C'est compliqué parce que c'est quand même guidé, évidemment, par des principes de précaution, par une sécurité juridique, etc. Et donc, là encore, une vision parfois ou en tout cas perçue, qui peut être celle de la contrainte, alors même que, et c'est là-dessus que je souhaite que vous exprimiez, le droit peut être un accélérateur aussi d'innovation. Ça, c'est... Pour beaucoup d'entre nous, c'est contre-intuitif. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le droit peut se positionner à côté des acteurs pour peut-être anticiper, évidemment, amplifier de l'innovation Je crois que moi, il y a une discussion qui me plaît pas beaucoup, je dois dire. C'est ce retour permanent de si on veut innover, il faut pas réguler, et puis si on veut réguler, on va pas innover. C'est une discussion que je trouve un peu à côté de la plaque, pardonnez-moi l'expression. Déjà, je n'aime pas le terme régulation, parce qu'on ne fait pas de régulation, on fait du droit, c'est quand même complètement différent. Régulation, c'est très économique, et puis on a l'impression qu'on n'a pas la main sur rien et qu'on est en train de modérer quelque chose. On fait du droit. Le droit est absolument pas antinomique de l'innovation, puisque l'innovation, c'est un sujet au sens large. Je m'explique. Si je vous dis, c'est super, j'ai inventé un super dispositif qui va permettre de discriminer tout le monde, ça ne va pas être de l'innovation, même si sur un plan technologique, c'est extrêmement avancé. Ce qui est important, c'est de faire progresser, c'est le progrès. Et le progrès, ça participe de solutions qui sont en capacité d'aller dans le sens du bien commun, de rendre un service, quelle que soit l'échelle dans laquelle vous vous situez. Et pour ça, le droit est extrêmement important. Dire ce qu'une société est d'accord pour faire ou pour ne pas faire, dire un peu comment on est d'accord pour le faire et de ne pas le faire, c'est extrêmement important. Et les positions qui sont prises par l'Union européenne très tôt,
notamment sur l'intelligence artificielle, sont extrêmement importantes. On l'a fait, et puis une fois qu'on l'a fait, maintenant on recule un peu, on se dit non, on est peut-être allé trop loin, etc. La question, c'est pas de faire du droit, la question, c'est comment on fait du droit. Je m'explique. Quand moi j'ai commencé mon droit, et c'était il y a quelques années maintenant, on avait deux codes, un code civil, un code pénal, code de procédure civile, code de procédure pénale. Grosso modo, on avait ça, qui étaient des codes déjà assez honorablement épais, mais pas non plus des dictionnaires. Et aujourd'hui, on a une réglementation extrêmement dense, une loi qui a été produite de manière pas toujours raisonnée. On a un problème, on fait une loi, on rajoute un véhicule législatif. On a une façon de produire de la réglementation et aussi dans la manière dont on l'écrit qui devrait inviter à une vraie réflexion. C'est-à-dire que nous, quand on nous apprenait le droit et quand on apprend encore le droit aux étudiants, on leur dit le droit, c'est un syllogisme. On fait une catégorie, on prend des choses réelles qui existent et puis on les qualifie en droit, on les met dans une catégorie, on applique une règle. Et avec ça, normalement, on est capable de se confronter à énormément de situations. Aujourd'hui, on fait plutôt du droit sur une version, j'allais dire, très catalogue. Quand vous prenez tous ces textes dont on vient de parler et qui appellent beaucoup de critiques, et moi je travaille tous les jours avec les porteurs de projets, donc je sais que c'est compliqué, je sais que les temps ils sont incompatibles souvent, l'accès à la donnée est extrêmement long, mettre en conformité ça peut coûter extrêmement cher, je sais tout ça et je le partage. Pour autant, faire du droit c'est essentiel pour faire de l'innovation, mais il faut penser la réglementation et la loi autrement, et je pense qu'il faut vraiment arrêter de cette espèce de façon de faire la loi sous forme de catalogue, sous forme d'addition, parce qu'en plus on maîtrise pas très bien les risques, c'est pas vrai. On a plein d'exemples de contentieux, de choses graves qui se passent avec des réglementations très denses, parce qu'on a fait tellement de petits cas qu'on n'avait pas prévu tous les cas, ou qu'en fait le cas il est prévu avec un vocabulaire très technique, et donc du coup ça a laissé passer les choses entre les mailles du filet, donc on protège pas mieux comme ça, c'est pas vrai. Et puis après, il y a toute une façon de déléguer aussi sur les opérateurs, la charge juridique avec tous les mécanismes de certification, etc. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais le droit, il est essentiel pour faire vraiment de l'innovation, c'est-à-dire des choses qui ont vraiment de la valeur, mais il doit probablement être approché d'une manière différente. C'est la manière dont on fait du droit qui est peut-être à repenser, à mon avis, dans le moment dans lequel on se situe. Et alors, pour rebondir là, sur ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que penser dès le départ d'un projet toutes ces questions éthiques et faire de l'éthique by design, comme on dit, dès le départ, ça reste une utopie ou il y a suffisamment de maturité maintenant pour démarrer des projets aussi avec déjà ça en tête dès le départ? Alors ça, je crois qu'on peut se parler très très longtemps du rapport entre le droit et l'éthique, où se situe l'éthique, où est le droit. Le bon exemple qu'on a, c'est les lois bioéthiques, par exemple. On avait des questions éthiques appliquées à la matière médicale. Et pour que ces questions éthiques soient correctement adressées, on a fait des lois qui sont révisées tous les 7 ans avec toutes les parties prenantes et tous les regards éthiques sur ces questions-là, et on le transfère en droit. L'éthique by design, par exemple, dans l'intelligence artificielle, ce qu'on lit beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui sont développées, c'est souvent des choses qui existent déjà dans le règlement IA. Donc non, c'est pas une utopie, c'est très concret, c'est déjà rentré en application pour une partie de ce texte et ça va rentrer en application dans les mois qui viennent. Donc ça fait partie des figures imposées. Comment on sélectionne la data, comment on traite la data, comment on va faire les choses, quel va être le processus, quelles sont les incidences, quels sont les biais de l'algorithme, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont posées comme les questions éthiques autour de la donnée. Et c'est une réalité puisque ça a été épousé par le règlement. Après, sur ces technologies, il y a aussi une évolutivité extrêmement importante. C'est-à-dire que tous les jours, la recherche en IA nous montre que, tiens, on n'avait pas pensé à ça, tiens, il y a ces biais-là, tiens, si on travaille que sur de la donnée synthétique, et bien on voit avec les photographies, en fait, si toutes les données d'entrée sont synthétiques, et bien en sortie, on n'a que des photos qui deviennent toutes jaunes, qui est une dégénérescence. Tous les jours, on apprend des choses supplémentaires. Donc, il y a un travail à faire, j'allais dire, de vraiment comprendre que ça, c'est une science, et que cette science, elle avance, et de rester très au contact de la science, parce que la science en intelligence artificielle, c'est très important. Et puis aussi, il y a des textes qui sont déjà, qui prennent déjà en compte les grands sujets. Mais dans les textes, dans les approches comme ça, il faut prendre les grands sujets, les grands principes, poser un cadre clair et ensuite faire confiance aussi à ceux qui développent les projets.
Vous avez évoqué là brièvement la question des biais. Et c'est vrai qu'avec avec l'intelligence, pas que l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc., on a des biais qui arrivent dans ce qui est proposé aux citoyens. Voilà. Comment on travaille et quel cadre on peut donner pour s'assurer que le citoyen va toujours pouvoir exercer un peu son libre arbitre dans un environnement qui va effectivement fonctionner un peu en entonnoir et lui proposer finalement des choses en fonction de son profil et peut-être faire en sorte qu'il va passer à côté d'autres propositions, notamment en matière de santé, de prévention santé. Alors, le RGPD prévoit déjà des choses importantes, et c'est important de le dire, parce que le RGPD, c'est 2016, donc c'était quand même déjà une façon d'avoir un peu de hauteur de vue et puis d'anticipation. On n'a pas de décision, surtout en matière de données de santé. On ne peut pas fonder une décision automatique sur de la donnée de santé. Et on ne peut pas imposer ça aux citoyens. Ça, c'est extrêmement important, et c'est un premier garde-fou qui a été posé, qui est vraiment cardinal et qui s'applique très bien au sujet d'intelligence artificielle. Et puis, dans le règlement sur l'intelligence artificielle, il y a une partie dont on parle peu. On parle souvent de la charge et de l'ensemble des obligations auxquelles vont devoir se conformer et ceux qui développent de l'intelligence artificielle et ceux qui la déploient, puisqu'il y a ces deux aspects-là. Mais on parle assez peu de la première partie, parce qu'on considère que c'est entendu, mais elle est quand même majeure. La première partie, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est même pas comment on va le faire, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. Et tout ce qui va être un peu subliminal ou passer sous la conscience des individus pour les emmener dans une direction va être complètement proscrit. Donc on a quand même cette première partie qui pourrait, je veux dire, on peut débattre de sa complétude, de la manière dont elle est écrite, etc. Mais cette première partie qui est vraiment, pour le coup, l'objet du droit, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et elles sont inscrites ici. Donc, ce que vous êtes en train de décrire comme risque est quand même anticipé par ces deux textes de manière intéressante. D'accord. Alors, Caroline, par vos fonctions diverses d'ailleurs, vous découvrez beaucoup d'innovations santé, parfois avant même qu'elles arrivent ou qu'elles soient finies, puisque vous intervenez en amont. Si on se projette un peu sur la santé de demain, les futurs possibles, et peut-être d'ailleurs en faisant un premier état de ce qu'on voit déjà apparaître sur le marché en innovation santé, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama de c'est quoi les grandes innovations là, en santé aujourd'hui et en prévention, et celles qui demain pourraient voir le jour? Alors, on fait des choses extraordinaires pour la recherche. La recherche sur les médicaments, on est capable ou en tous les cas, on est en train de faire bouger les lignes sur, tiens, j'ai des anciens médicaments, est-ce qu'il y a des indications qu'on n'a pas pensées, est-ce qu'on pourrait les repositionner et aider les gens sur des pathologies avec ce qui est déjà développé, comment je peux développer plus vite des médicaments, parce que le parcours d'un médicament, c'est hyper long en fait, c'est une vingtaine d'années, on ne perçoit pas, mais il y a toute cette dimension de recherche qui est très très longue, donc comment on peut utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour aller plus vite, pour voir ce qui va fonctionner, pas fonctionner, comment ça va fonctionner. On a beaucoup de problèmes aussi à faire de la recherche clinique, c'est-à-dire avoir des patients qui rentrent dans des recherches. Donc, il y a beaucoup de réflexions sur de la donnée synthétique, c'est-à-dire qu'on va avoir des patients artificiels, enfin, voilà, qui vont permettre de faire du coup avancer la recherche plus vite. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des choses très belles qui se produisent. Après, pour ce qui est plus à notre contact, il y a beaucoup de solutions qui vont permettre, on l'espère, de fluidifier les parcours de soins, de faire qu'on ait plus ce dont on a besoin dans des délais plus appropriés. Et tout ça, c'est en train d'arriver. Enfin, c'est pas de la science-fiction. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut anticiper en termes de risques de santé. Alors, c'est un peu les conversations qu'on avait tout à l'heure, mais comment on peut faire de la prévention plus personnalisée et mieux maîtrisée, parce que l'idée, c'est pas d'être asservi par ce genre de technologie, c'est au contraire de mieux maîtriser les choses et d'avoir moins de problèmes de soins en aval. Et puis après, il y a tout ce qui aide déjà. Par exemple, les radiologues sont très aidés par des
solutions d'intelligence artificielle, ça ne vient pas remplacer le radiologue. En revanche, ça lui offre une sécurité diagnostique, un dialogue avec la machine pour se dire, tiens, là, je vois ça, elle voit ça. Tout ça, ça permet d'améliorer la qualité des soins. Et ça avance très vite, c'est déjà le cas, et ça va de plus en plus se développer sur un espace-temps très court, en fait. Et alors, justement, et vous avez utilisé l'expression de développer des programmes personnalisés. On entend aussi beaucoup parler de médecine prédictive. Ça pose des questions de peut-être d'inégalité, ou en tout cas de patients qui vont entrer dans des catégories plus à risque plus vite que d'autres. Donc ça vient questionner, notamment en France, notre système de protection sociale qui est basé sur la mutualisation. Et il y a un intérêt je ne suis pas en train de critiquer, il y a un vrai intérêt à personnaliser des dispositifs de prévention ou des soins, mais il y a effectivement des risques à le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire des bénéfices finalement de ces apports technologiques, et puis des risques associés, et comment se réaliser l'équilibre, comment on se prémunit de tout ça? En France, en tout cas, on a toujours eu un œil, pardon de le dire comme ça sur le podcast de la Fondation, mais un œil très, très, très appuyé sur un certain nombre d'acteurs, dont les assureurs. Parce que précisément, l'assureur a un métier qui est de calculer du risque. Et la question, c'est de savoir ce qu'on partage, ce qu'il est susceptible d'avoir comme accès aux données, et pour produire quel résultat, sur le plan de la mutualisation, etc., etc. Donc, c'est déjà très anticipé par la réglementation. Il y a plein de choses qui ne sont pas permises. Tout à l'heure, je vous parlais du règlement sur l'intelligence artificielle et sur toutes ces techniques qui permettraient de passer un peu sous la conscience des gens. Il y a aussi une partie de pratiques interdites sur ce qu'on appelle le scoring social. Oui, on peut avoir un mécanisme prédictif dans toutes ces technologies. La question, c'est quel usage on en fait. Si c'est pour mieux soigner quelqu'un, pour mieux lui permettre d'anticiper, c'est une chose. Si c'est pour le priver de droit, on va retomber sur les règles qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un mécanisme automatique qui va permettre de prendre une décision qui va avoir de l'impact sur quelqu'un. Et ici, basé sur la donnée de santé, ça va être très compliqué sur le plan réglementaire, et en plus ce sera forcément associé avec beaucoup de garde-fous. Donc il y a des choses qu'on ne peut absolument pas faire, ça c'est vraiment des barrières réglementaires, et puis en plus ensuite il y a des choses qu'on peut imaginer de faire, mais avec des garanties très très complètes. Ça c'est assez anticipé par la réglementation. Il y a des pays où ce type de pratique existe, hein, le scoring. Je crois que ça existe aux États-Unis. Au-delà de cet exemple-là, est-ce qu'il y a des vraies différences d'approche qui peuvent être culturelles, d'ailleurs, qui ne sont pas que réglementaires, sur cette vision personnalisée ou hyper personnalisée de la prévention ou du soin? Ouais, je pense que les approches, elles sont philosophiques, en fait. Elles sont vraiment systémiques. C'est une question, c'est la manière dont on voit un système de santé. On n'a pas du tout le même que le système américain, on n'a pas du tout le même que le système chinois. Et même au sein de l'Union européenne, on a des systèmes qui sont encore assez différents. Donc ça cadre beaucoup les choses. Après, il y a un truc encore plus philosophique, c'est le rapport de l'individu à sa responsabilité, à la manière dont on privilégie des valeurs fondamentales par rapport à d'autres. C'est tout ça qui est en sous-jacent, et c'est tout ça qui fait qu'on ne va pas développer exactement les mêmes choses, et que même, j'allais dire, une innovation américaine ne pourrait pas venir sur le marché avec certaines solutions qui sont déployées aux États-Unis. D'accord. Sur le marché européen. Bien sûr. Ouais. Si je reviens sur le début de notre conversation, les données santé, et qu'on se projette un peu, est-ce que c'est aussi une utopie de se dire que demain, les données de santé, ça pourrait être considéré comme un bien commun et pas forcément comme quelque chose de marchand? Est-ce que c'est déjà le cas d'ailleurs? Pour partie. Alors, la donnée n'est pas un bien, ça c'est un premier truc. Vraiment, on a une réticence très française et européenne à considérer la donnée de santé comme un bien.
Ensuite, on a ce que je vous expliquais tout à l'heure sur cette façon de valoriser l'investissement qui est fait par un acteur qui soit d'ailleurs public ou privé. Et puis ensuite, on a toutes ces bases de données privées qui sont déjà du bien commun et qui sont déjà exploitées dans l'intérêt général. Et on a des choses intéressantes qui ont été assez peu développées dans la réglementation européenne. On a notamment toute une partie, un règlement dont on a assez peu parlé, qui s'appelle le règlement sur la gouvernance des données. Et ce règlement-là, il a toute une partie. Alors déjà, il dit que les personnes publiques doivent avoir moins de volonté, je grossis, pardon, le trait, mais c'est pour bien communiquer l'idée, doivent plus partager les données que les autres acteurs. Et puis, dans ce règlement, on a une autre partie qui nous dit il faut développer ce qu'on appelle l'altruisme en matière de données. Et ça, c'est un truc qui est un peu passé sous les radars, mais c'est assez intéressant. C'est comment on met les citoyens en capacité de concourir, de faire le choix, de partager leurs données pour des raisons altruistes, avec des entités, grâce à des entités qui auront vraiment cette motivation. Et c'est une partie, j'allais dire, en fait, il y a eu tellement de choses qui sont passées sur le plan réglementaire avec des impacts plus ou moins importants sur les acteurs qu'on n'a pas encore tout métabolisé. Mais cette partie-là, elle existe et elle est importante et il y a un courant fort autour de ça, je pense. Et là aussi, c'est un sujet sur lequel il faudra accompagner les citoyens pour comprendre qu'il y a un intérêt à partager sa donnée et que ça va dans un sens d'intérêt général et de progrès pour tous, ce qui est... Là encore, dans un contexte où on a ces tendances à l'individualisme, c'est peut-être compliqué, mais c'est un enjeu aussi de l'ensemble des acteurs, finalement. Il y a aussi des projets, vous savez, qui sont portés par des patients, par des associations de patients. C'est vrai. Quand on discute avec les associations de patients, elles sont en général très partantes pour partager les données, pour faire avancer la recherche, faire avancer les projets, pour y participer. Donc, voilà, encore une fois, mais parce que les associations, elles sont très en contact et elles savent ce qui se passe et elles savent ce qui peut avancer. Mais je crois que c'est rare de dire à un citoyen bien informé, tiens, tu vas partager tes données avec tel acteur qui va travailler dans un cadre très clair. Et grâce à ça, on va pouvoir sauver des vies. Les gens donnent déjà leur sang, les gens donnent... Et en général, l'accueil est bon. Encore faut-il avoir le bon niveau d'information, toucher les bonnes personnes dans le bon contexte. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de freins qu'on ne pense au partage des données. Encore une fois, c'est dans quel contexte et comment on approche les gens. Ouais. Alors Caroline, merci pour ces premiers échanges. Dans le podcast, on a l'habitude de terminer avec un petit moment où l'invité précédent du podcast du mois dernier pose une question à l'invité du jour. Et puis ensuite, évidemment, l'invité du jour pose une question pour l'invité d'après. Et donc là, vous avez une question d'Omar Beloussif, qui est médecin et qui est directeur médical de la Poste Santé et Autonomie, qui avait une question pour vous. On l'écoute. Voilà, beaucoup de questions se posent. Alors, moi, j'aurais une question à lui poser. Si on se projette à 2030, c'est proche. Quelles seraient les évolutions à la fois du système, mais également des mises en garde à proposer sur le plan réglementaire, éthique, pour une bonne gestion des données de santé et pourquoi pas l'usage de l'IA, puisque ce sont des questions clés. Donc éthique, réglementation et efficacité pour, là encore, améliorer la prise en charge. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend du scénario 2030. Et 2030, c'est demain. Et en même temps, il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2030. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura probablement encore des discussions autour du partage des données de santé. On ne sera pas tout à fait abouti au niveau de l'espace européen des données de santé et on a un calendrier qui doit nous emmener. En 2030, on est censé avoir beaucoup avancé et avoir structuré vraiment quelque chose à l'échelle européenne. Et j'espère que ça se passera. Mais d'ici là, il y a un chemin important de discussion avec les acteurs et d'organisation de ce projet qui est un projet extrêmement ambitieux.
Il y aura, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on pense certaines choses, certaines parties de la réglementation un peu autrement. C'est pas de la simplification, c'est pas mon sujet, mais qu'on pense la manière dont on écrit les choses et dont on écrit la réglementation un petit peu autrement. On gagnera à avoir un droit plus robuste et une innovation probablement facilitée. Et puis après, on a quand même des grands défis dans le monde très instable dans lequel on évolue. Donc, il faut penser aussi la manière dont on prévoit l'avenir des données, l'exploitation des données en fonction de cet environnement. Et donc, ne pas renoncer à un certain nombre de protection de l'individu face à un système politique ou un système géopolitique qui est aujourd'hui plein de points d'interrogation. Merci beaucoup pour cette réponse à Omar Bellousif. C'est à votre tour maintenant, Caroline, de poser une question à notre invité suivant, Monsieur Stéphane Cognon, patient expert. Donc, on vous écoute. Si vous aviez une seule mesure phare à recommander pour valoriser le rôle des patients experts, laquelle serait-elle ? Merci beaucoup, Caroline Henry, pour avoir partagé ce moment avec nous. Sur un sujet extrêmement complexe et évolutif surtout, le sujet des données de santé et des innovations en santé. Merci Sophie. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April, podcast que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes.